Bonsoir à tous et bienvenue. Nous sommes le mardi 4 août et dans l'actualité ce soir, il y a d'abord 2 explosions à Beyrouth. Les images en disent long sur la force de la déflagration. C'est un bâtiment qui se trouve dans le secteur du port qui a été touché. Il y a des morts et des blessés. Marine Brossard est sur place, elle nous racontera ce qu'elle a vécu. Un homme passé à tabac dans une laverie du Val d'Oise. Tout ça, semble-t-il, pour une histoire de masque. Vous entendrez des policiers qui nous diront si les tensions sont plus importantes que d'habitude cet été. Plus de 20 entraîneurs accusés de violence physique ou morale dans le milieu du patinage. La mission d'enquête a rendu son rapport après les révélations de Sarah Abitbol. Nous verrons si le grand ménage a commencé. Au sommaire également, la gourde, objet incontournable de l'été, on en trouve partout, c'est pratique et surtout ça permet de limiter la consommation des bouteilles en plastique. Et puis une perle de la Méditerranée, Portofino en Italie, village de stars où les trésors sont autant en surface que sous la mer. C'est une double explosion particulièrement impressionnante qui a donc secoué Beyrouth aujourd'hui au Liban. On n'en connaît pas encore la cause. Il y a des morts et des blessés et on peut penser que le bilan sera lourd au vu des images. Regardez, elles sont commentées par Frédéric Agnès. La première explosion, déjà forte, a eu lieu dans une usine de feux d'artifice. La seconde est dévastatrice. Sur cette autre vidéo amateur, la puissance du souffle. Les conséquences ont été ressenties autour du port où l'explosion a eu lieu, mais également sur des kilomètres à la ronde. Dans les rues du centre de Beyrouth, des blessés par dizaines, par centaines peut-être. L'Agence nationale d'information annonce des morts, sans dire combien pour le moment. Et les ambulances tentent tant bien que mal de se frayer un chemin. Quand on est sorti, il y avait de la poussière partout, c'était tout cassé, toutes les portes étaient démolies. Il y avait des gens partout qui pleuraient, qui ne comprenaient pas ce qui se passait, qui avaient du sang partout. Il y avait trop de monde et c'est beaucoup de sang, vraiment beaucoup de sang. Genre des personnes qui avaient perdu leurs bras, il y avait des personnes défigurées, vraiment plein de sang sur le visage. Cette vidéo a été filmée dans les locaux du journal Le Daily Star. Selon des témoins, les déflagrations ont été entendues à près de 200 km de la capitale. Les images rappellent un sombre passé. Le Liban a connu bien des attentats. Mais pour le moment, on ne sait absolument pas ce qui a provoqué ces explosions. Les images autour de l'usine sont apocalyptiques. Le Premier ministre a décrété demain mercredi, jour de deuil national. Et l'une de nos équipes se trouve en ce moment à Beyrouth. Elle a ressenti la force de cette déflagration impressionnante. C'est Marine Brossard qui est sur place avec Guillaume Aguerre. Marine Brossard qui nous raconte ce qui s'est passé. Nous, on était en train de sortir de notre hôtel pour aller faire un reportage avec Guillaume Aguerre sur la situation économique du pays. Et puis vers 18 h, on a été soufflé par la déflagration. Pour vous donner un ordre d'idée, on se trouve à 2 km dans cette direction du port où s'est passée l'explosion. Et ici, tout a été soufflé. Vous voyez les débris au sol, la tôle qui a été soufflée par la force de la déflagration. On a même cru que c'était une voiture piégée qui avait explosé à côté de nous. On s'est mis accroupi pour éviter les débris. Ce qu'on voit maintenant, c'est beaucoup de pompiers, beaucoup d'ambulances qui transportent des blessés. Mais pour l'instant, on ne connaît pas l'origine de cette double explosion. Et pour en savoir plus sur la situation au Liban, rendez-vous sur LCI à partir de 20h50 pour une édition spéciale LCI à retrouver bien sûr Canal 26. En France maintenant, un homme a été tabassé dans une laverie sous les yeux de ses enfants. Tout ça parce qu'il aurait demandé à un autre client de mettre un masque. Une scène filmée par une caméra de surveillance. La victime nous a donné sa version des faits. Récit d'Olivier Santiki et Sophie Chevaleron. C'était dimanche en milieu d'après-midi. 4 individus, certains armés de battes de baseball, agressent un client d'une laverie de Soisy-sous-Montmorency, dans le Val d'Oise. L'homme, laissé sans connaissance, venait d'avoir une altercation avec l'un d'entre eux pour exiger qu'il porte un masque à l'intérieur. C'est ce qu'il explique après avoir été hospitalisé, notamment pour traumatisme crânien. Il a porté plainte pour violence aggravée. Aujourd'hui encore, il se dit sidéré par l'éruption de violence, alors que ses enfants de 5 et 7 ans l'accompagnaient. Et même quand ils se sont approchés avec les balles de baseball,
J'imaginais pas qu'ils pouvaient s'en servir. C'est pour cela que la table qui était devant moi, je ne m'en suis pas servi. Donc en fait, je me suis rendu compte que j'allais me retrouver dans un guet-apens quand j'ai reçu le premier coup. Certains commerçants, comme cette boulangère, redoutent à présent d'autres épisodes de ce type, liés à l'absence de port du masque. Mais tous les habitants et responsables rencontrés décrivent une ville calme. Oui, c'est très calme. Les gens sont solidaires quand on a un problème. Les plus jeunes aident les plus vieux et inversement. Choisy n'est pas une ville difficile. Nous avons 2 quartiers un peu délicats sur lesquels nous veillons particulièrement, mais elle a la réputation d'être une des villes les plus paisibles du département. L'un des agresseurs, résident de la commune, a été appréhendé par la police. Les enquêteurs cherchent à déterminer les circonstances exactes de l'incident, particulièrement son origine. Avant les coups, la discussion entre la victime et la personne démunie de masque est décrite comme houleuse. Une scène qui semble illustrer une montée de la violence depuis le début de cet été. En tout cas, les récits d'agression et d'incivilité sont nombreux. Ces affaires sont-elles liées aux conséquences du Covid et aux tensions qu'elles entraînent? C'est ce que disent certains policiers, en tout cas. Florian Litzler et Mathieu Perrault en ont rencontré. À Martigues, le mois dernier, un chauffeur de bus est roué de coups dans ce dépôt, à la fin de son service. 4 personnes l'attendaient. Plus tôt, il avait refusé de laisser monter un client qui ne portait pas de masque. Un peu plus loin, en centre-ville, une autre conductrice a elle aussi été agressée. Il s'est fait gifler par une cliente qui n'a pas voulu mettre le masque. Elle a rappelé à l'ordre et voilà, elle s'est fait gifler. Si les usagers trouvent parfois le port du masque pénible, ils ne comprennent pas comment on peut en arriver là. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens en ce moment, mais c'est vrai que tout le monde est un petit peu sur les nerfs et tout le reste. Et c'est pas très agréable non plus, quoi, parce que bon, à la base, le Sud, on est plutôt calme, plutôt voilà. Mais ce n'est pas que dans le Sud, et ce n'est pas que le masque. Plus au nord aussi, la tension monte. À Étampes, par exemple, en Ile-de-France. Vendredi, une centaine de jeunes se bagarrent dans une base de loisirs. Ils pètent les plombs, en fait, si vous voulez. C'est devenu fou, très fou. Les gens sont encore plus énervés qu'avant. Voilà. Je ne sais pas si c'est le confinement. La population constate, la police confirme. D'après ce syndicaliste, le nombre d'actes violents augmente dans tout le pays. Bordeaux, qui était soi-disant une ville très calme, depuis des semaines, il y a des agressions au couteau, au cutter qui sont récurrentes. On peut constater que la violence est de plus en plus importante et de plus en plus forte. Mais comment l'expliquer? Nous avons posé la question à ce psychothérapeute. Le confinement a créé un véritable stress chez la plupart de la population, notamment les personnes les plus fragiles, les plus sensibles, et que le déconfinement a provoqué une espèce de décompensation qui s'exerce maintenant sous forme d'une intolérance totale à la moindre frustration. Des tensions aussi exacerbées par la crise économique, par l'impossibilité de partir en vacances et par la chaleur. Toujours sur le masque, à son tour, la ville de Paris souhaite l'imposer en plein air dans certaines zones. C'est ce que demande en tout cas la mairie pour tous les secteurs où il y a du monde. Quai de Seine, parquet jardin, rue commerçante. Comment réagissent les habitants et les touristes? Mathilde Guénégan, Julien Gall et Alice Chaumy sont allés leur poser la question. Dans les rues de la capitale, comme sur les quais de Seine, le port du masque à l'extérieur est encore très aléatoire. Il pourrait être obligatoire dès cette semaine, une mesure plutôt bien accueillie. Moi, je pense que c'est très bien et tant que la situation ne revient pas à la normale, je pense que c'est important que tout le monde le porte dans les grandes villes au quotidien. S'il y a beaucoup de monde, oui, mais s'il n'y a pas beaucoup de monde comme c'est le cas aujourd'hui, je ne vois pas trop l'intérêt. Moi, ça me semble logique, évident. Oui, il faut se protéger, il n'y a pas le choix. C'est contraignant, mais il n'y a pas le choix. La liste des lieux concernés n'est pas encore arrêtée, mais elle comprendrait les quais, les marchés à ciel ouvert, les abords des gares, certains espaces verts. On adaptera nos sorties en fonction. Ou encore les rues commerçantes, des endroits très fréquentés où il est difficile de respecter 1 mètre de distance entre chaque personne. Pour ce vendeur, rendre obligatoire le port du masque dans le centre-ville, c'est nécessaire. Les gens ont déjà l'habitude, à chaque fois qu'ils rentrent dans un endroit clos, de porter le masque. Les gens prennent conscience qu'il faut se protéger et protéger les autres. Les autorités sanitaires s'inquiètent de l'augmentation significative du nombre de cas positifs depuis juillet. En rendant le port du masque obligatoire en extérieur, Paris adopte la même stratégie que d'autres grandes villes, comme Nice, Lille, Orléans, Brest ou encore Toulouse. Au total, 1208 communes ont pris cette décision ces derniers jours. Et sur la situation sanitaire, justement, la France peut basculer à tout moment. Voilà ce que dit le dernier rapport du Conseil scientifique. Dans les services de réanimation, la courbe est repartie à la hausse.
très légèrement pour l'instant, mais c'est une première depuis le mois d'avril. Alors, faut-il s'en inquiéter? Questions et réponses avec Julien Crescent et Mathilde Véron. 50 personnes admises en réanimation ces 2 derniers jours. 46 en sont sorties. Le solde est donc positif pour la première fois depuis le 9 avril. Comment expliquer cette hausse? Les admissions en réanimation sont plus nombreuses, car le nombre de contaminations est en forte progression. Près de 6 000 en une semaine, soit une augmentation de 54%. Il se passe quelque chose. Il va falloir être vigilant pour voir si effectivement ça se confirme dans les jours qui viennent, avec un effet potentiellement exponentiel du nombre d'admissions en réanimation. Quelles sont les régions les plus touchées? Les admissions en réanimation se concentrent dans les zones où le virus est le plus actif. Le Nord, l'Ille-et-Vilaine, la Sarthe et le département de la Mayenne, où l'on compte 49 cas pour 100 000 habitants, le taux le plus élevé. Faut-il s'inquiéter? À l'échelle nationale, on compte 9,5 cas pour 100 000 habitants. Ce chiffre reste pour l'instant en dessous du seuil de vigilance à 10, mais le Conseil scientifique avertit. L'équilibre est fragile. Nous pouvons basculer à tout moment dans un scénario moins contrôlé, comme en Espagne par exemple. Si le Conseil scientifique n'exclut pas l'hypothèse d'une deuxième vague à l'automne, elle pourrait arriver encore plus tôt, selon ce chef de service. On n'a pas d'informations sur le fait que ça sera à l'automne et pas à la fin des vacances du fait des brassages de population, de la rupture ou de l'abandon des mesures barrières, notamment par les populations les plus jeunes. Respecter les gestes barrières reste donc essentiel pour éviter un tel scénario. Et c'est dans ce contexte qu'Emmanuel Macron a remis son costume de président pour la première fois depuis le début des vacances. Il a rendu visite à une personne âgée et à son auxiliaire de vie à Toulon. L'occasion d'annoncer une prime pour les aides à domicile, 160 millions d'euros au total pour quelques 320 000 personnes. Des femmes, dans leur immense majorité, qui ont été, elles aussi, en première ligne pendant toute cette crise. Alors, on s'est demandé à quoi ressemblait leur quotidien exactement. Reportage Cécile Madronet et Emmanuel Sarr, près de Limoges. Elle a travaillé durant tout le confinement et continue cet été. Sarah est auxiliaire de vie à domicile. Depuis 5 mois, les gestes barrières, le port du masque, sont devenus un réflexe. Pendant le confinement, c'était dur psychologiquement, oui. On avait toujours peur, on s'est dit qu'il fallait jamais oublier quoi que ce soit, de se laver les mains, le masque. Et ça continue, on désinfecte toujours les interrupteurs, les poignées, les portes de frigo. Bonjour Sarah. Comment ça va aujourd'hui? Pour Jacques, 92 ans, l'aide de Sarah est indispensable. Ménage, courses, préparation des repas. Pour son travail pendant la crise sanitaire, elle devrait toucher une prime de 1 000 €. Les 160 millions débloqués par l'État et les départements sont pour elle une première étape. Vous pouvez aussi revaloriser un petit peu le métier, pour que les filles se sentent aussi existantes, parce que c'est tout au long de l'année qu'il faut être comme ça, pas que parce qu'il y a eu le Covid, c'est toute l'année. Pendant le confinement, plus que jamais, elle apportait réconfort et soutien psychologique, un rôle sous-estimé. On a été plutôt les oubliés, comme si on n'avait pas eu besoin de nous, alors que tous les jours, il fallait être là et continuer à les aider. C'est un moment agréable, quoi. Et puis au fond, j'ai un contact avec quelqu'un. C'est quelqu'un qui m'est fidèle, quoi, finalement. Elle connaît tout. En France, 320 000 auxiliaires de vie sont payés au SMIC, souvent pour des temps partiels. Des salaires peu attractifs, des horaires contraignants, le secteur peine à recruter. Pour revaloriser ce métier, au-delà des primes, les entreprises attendent des aides durables de l'État. On recherche des gens qualifiés, des gens motivés. C'est un métier qui embauche et on attend que ça, on attend que des bras. Cet enjeu sera au centre de la future loi sur l'autonomie, pour permettre aux personnes âgées de rester à domicile le plus longtemps possible. Une alerte aux incendies ce soir dans les Bouches-du-Rhône avec plusieurs départs de feu entre Martigues et Port-de-Bouc. Des moyens importants sont mobilisés, des maisons ont été évacuées. Mathieu Perrault est sur place. Dites-nous Mathieu, où en est-on ? Oui Julien, 800 hommes sont encore mobilisés pour lutter contre le dernier feu. Nous sommes sur la commune de Saint-Julien-les-Martigues et les pompiers sont en train de lutter contre un feu qui menace les habitations. Le colonel nous l'a confié il y a quelques instants. L'essentiel, c'est de sauver les habitations. Alors la plupart ont été évacués autour de nous et les pompiers sont en train de faire des opérations de brûlage tactique et d'essayer d'allumer des contre-feux pour éviter que le feu se propage.
stockage. D'ores et déjà, 100 hectares ont été brûlés sur cet incendie. 110 du côté de l'incendie de Port-de-Bouc qui, nous a dit le colonel, est maîtrisé. Mais eh bien, le travail des pompiers devrait durer une bonne partie de la nuit ici. Merci beaucoup Mathieu. Les conditions climatiques sont particulièrement propices aux incendies et ça va continuer. Il n'y a pas de pluie en perspective dans les jours qui viennent. Autant dire que la sécheresse va encore s'aggraver. Pour faire face, de plus en plus, les agriculteurs se tournent vers les eaux usées. Elles ne sont pas encore suffisamment utilisées en France, contrairement à de nombreux autres pays européens. Mais c'est en train de changer et c'est ce que nous montrent Valentine Vatrin et Alexandra Pouvon. De l'eau en plein été. Pour ce vigneron de l'Aude, un des départements les plus arides de France, c'est un petit miracle. La seule ressource pour l'instant qui nous est proposée, c'est celle-ci, c'est de l'eau usée à l'origine. Je me suis proposé de tester donc, en tant que cobaye. Les cobayes, les voici. 15 hectares de vignes irrigués avec l'eau d'une station d'épuration. Ici, on a un bandeau bien vert, d'accord? De ce côté, si on se tourne là, il n'y a pas d'irrigation, nous avons des feuilles qui commencent un peu à jaunir. Avec la sécheresse, le vignoble enregistrait jusqu'à 50% de pertes. Réutiliser l'eau est donc le seul moyen d'assurer les récoltes. L'eau provient de cette station d'épuration. Au lieu d'être déversée entièrement dans un ruisseau, elle est dirigée jusqu'à un bassin de stockage, puis traitée avec du sable et des rayons UV. Un dispositif coûteux, 360 000 € pris en charge pour moitié par l'État. Cette eau est-elle sans danger pour les consommateurs? Ça, c'est l'eau qui est filtrée et désinfectée. Pour le prouver, chaque mois, des analyses sont réalisées par cet ingénieur. Je peux dire qu'il n'y a pas de risque, quoi. Voilà. Enfin, le risque zéro n'existe pas, mais je veux dire, on a quand même limité énormément les choses. On peut déjà goûter le fruit de l'expérimentation. Mais les clients sont-ils au courant des méthodes utilisées? Ah non, vous ne saviez pas? Ah non. Ah oui, non. On ne savait pas, mais bon, ça peut être bien. En France, utiliser l'eau des stations d'épuration pour irriguer est une méthode peu connue. On réutilise moins d'1% de nos eaux usées et on est loin derrière nos voisins européens, avec 8% pour l'Italie et 14% pour l'Espagne. Avec une consommation souvent supérieure à la ressource, recycler l'eau va devenir incontournable. Les besoins seront de plus en plus importants pour l'agriculture. Les sécheresses seront de plus en plus marquées l'été. La réutilisation des eaux usées est vraiment un avenir. Un avenir qui laisse ce maraîcher sceptique. L'agriculture biologique interdit l'irrigation aux eaux usées. Il ne veut prendre aucun risque. Quand j'ai fait mes formations en 2011, il nous expliquait qu'il y avait les médicaments en fait, qu'on retrouvait dans les tests des eaux, donc certainement très dilués, qui pouvaient se retrouver du coup dans les légumes que l'on mangeait. D'ici 5 ans, le gouvernement entend multiplier par 3 le volume d'eau usée réutilisée. Le scandale des violences physiques et verbales dans le milieu du patinage. La mission d'enquête vient de rendre son rapport à la suite des révélations de l'ex-championne Sarah Abitbol. Et ce rapport est accablant. 21 entraîneurs au total sont mis en cause pour des faits qui peuvent aller jusqu'à l'agression sexuelle. On regarde le détail de ces conclusions avec Jean-Pierre Ferret et Cédric Even. Février dernier, dans un livre, Sarah Abitbol brise l'omerta. La patineuse, médaillée de bronze au championnat du monde en 2000, révèle avoir été violée par son entraîneur lorsqu'elle n'avait que 15 ans. Quand j'en parle actuellement, ça me brûle. Mon corps me brûle. Mon corps me brûle. À la suite de ces révélations, le ministère des Sports met en place une cellule pour recueillir des témoignages. Les langues se délient, les signalements de violence, de harcèlement sexuel se multiplient. L'inspection générale des sports ouvre une enquête. L'inspection générale a mis en place une équipe de 4 inspecteurs généraux qui, pendant 6 mois, ont travaillé. Et ce travail à la fois d'audition des témoins, mais aussi d'enquête sur un certain nombre de pièces, ont conduit en effet à la mise en cause d'une vingtaine d'entraîneurs. 21 entraîneurs sont concernés, dont 12 pour des faits d'agression sexuelle, 7 pour des violences physiques ou verbales. Ce rapport accablant n'a pas surpris Nathalie Péchala, la nouvelle présidente de la fédération qui doit désormais lutter contre ce fléau. Pas surprise, scandalisée évidemment. On met tout en œuvre pour écouter les victimes, écouter les témoins, en fait pour prendre conscience qu'on est tous responsables dans cette histoire et qu'on peut tous faire quelque chose. Trop longtemps laxiste, la fédération doit sanctionner les coupables. Conformément à la loi, les dossiers des 21 entraîneurs ont été transmis au procureur de la République. Après l'enquête administrative, place maintenant à l'enquête judiciaire et aux sanctions pénales.
Connaissez-vous TikTok? Si vous avez des ados à la maison, c'est probablement le cas. Il s'agit d'une application, un réseau social ultra populaire. Plus de 800 millions de personnes l'utilisent dans le monde. Mais elle est critiquée par les autorités américaines qui l'accusent d'espionnage parce qu'il faut dire que TikTok est chinoise. Alors, ces soupçons sont-ils fondés? Y a-t-il un risque à l'utiliser? Réponse Antoine de Pressigou et Quentin Danjou. Si vous ne connaissez pas encore TikTok, Emiliano et son ami, 14 ans tous les deux, vont vous l'expliquer. Alors moi personnellement j'utilise tous les jours TikTok, à peu près tous les jours. Ouais, moi à peu près c'est 2-3 heures par jour TikTok. C'est un réseau juste pour rigoler, pour regarder des vidéos un peu drôles. On passe d'une vidéo à l'autre en passant son doigt vers le bas. On y trouve toutes sortes de vidéos publiées par les utilisateurs. L'application cartonne auprès des jeunes de 10 à 19 ans. Mais comme tous les réseaux sociaux, Facebook ou Instagram compris, TikTok aspire vos données personnelles. Votre carnet d'adresse, votre numéro de téléphone, d'où est-ce que vous vous connectez, votre adresse IP, etc. La vraie différence entre TikTok et des applications type Instagram, Facebook, WhatsApp, etc., c'est que TikTok est chinoise. Et ça ne plaît vraiment pas aux Américains. Nous nous penchons sur TikTok. Il se pourrait que nous interdisions TikTok. Donald Trump accuse l'application de transmettre les données récoltées aux renseignements chinois. Aux États-Unis, TikTok est menacé, sauf si l'application accepte son rachat par l'entreprise américaine Microsoft. Une manière pour les États-Unis de contrôler TikTok et d'empêcher toute fuite de données vers l'étranger. Aujourd'hui, en Europe, on a l'habitude de voir nos données partir aux États-Unis. Les plus grands réseaux sociaux sont là-bas. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, les Américains, eux, découvrent qu'un réseau social peut prendre de l'ampleur et que leurs données peuvent finalement quitter leur territoire et aller vers la Chine. Pour nous, Français, cet éventuel rachat de la branche américaine de TikTok par Microsoft ne changera pas grand-chose. Nos données personnelles récoltées par l'application continueront à fuiter vers la Chine, exactement comme aujourd'hui. C'est l'un des objets stars de l'été, surtout par ses fortes chaleurs. La gourde est devenue un incontournable, notamment pour des raisons écologiques, puisqu'elle permet de limiter la consommation de bouteilles en plastique. On en trouve partout, de toutes les formes, de toutes les couleurs. Les ventes explosent. Anaïs Barthes et Vincent Abalaneda nous montrent comment son image a radicalement changé. Elle a toujours fait partie de l'attirail des campeurs ou des sportifs. La gourde. Un temps ringardisé, elle est en passe de devenir un accessoire indispensable du quotidien. C'est assez pratique. Parce que ça évite d'acheter des bouteilles d'eau et de recycler le plastique. Là, c'est à vie. Si en plus on peut être écolo en même temps, d'être sain, on a tout gagné. Dans cette enseigne d'équipements sportifs, la gourde a la part belle. Elle occupe un point stratégique du magasin, le passage en caisse, qu'il faut souvent réapprovisionner. Tous les jours, plusieurs fois par jour même, parce qu'effectivement, ça part très très vite. Et avec, on voit vraiment l'effet de l'écologie sur ces gourdes-là. Ouais. Pour satisfaire une demande toujours plus importante, le magasin a donc misé sur une offre très grand public. Donc on va avoir des gourdes de 2,50 € à 15 €. Les plus grosses ventes, on va parler de la gourde à 2,50 €, qui est notre premier prix. En 2019, en France, concrètement, les ventes ont augmenté de 40%. Un engouement que l'on doit à une récente prise de conscience des consommateurs. En France, nous achetons plus de 5 milliards de bouteilles en plastique chaque année. Dans le meilleur des cas, elles finissent à la poubelle, mais seuls un tiers seront recyclés, les autres seront incinérés. Ces bouteilles représentent l'un des plus grands fléaux écologiques lorsqu'elles sont sauvagement jetées. C'est pour lutter contre cela que ce chef d'entreprise français s'est lancé dans la gourde. Alors, du coup, les nouveautés pour cet été. Ça, c'est un premier échantillon. C'est la V1. Ok. C'est en 2010, lors d'un voyage en Chine, qu'il a l'idée. Là-bas, tout le monde a sa gourde de thé à portée de main. Il fait alors le pari un peu fou que les Français en feront eux aussi un objet du quotidien. Il y a 10 ans, la vision, c'était de faire en sorte que les gens génèrent moins de déchets et surtout changent leur style de vie au quotidien. Pari réussi, malgré un prix de 30 €, l'entreprise a multiplié ses ventes de gourdes par 5 l'an dernier. Des bouteilles conçues à Aix-en-Provence, mais fabriquées en Chine, seul pays à détenir un savoir-faire incomparable dans le travail de l'inox. Avec des millions de consommateurs potentiels, le marché est immense. Sur les réseaux sociaux ou dans la rue, la gourde se porte fièrement comme un symbole d'engagement écologique. Mais est-elle vraiment une solution alternative aux bouteilles plastiques ?
Oui, selon cette association, à condition de ne pas en faire un accessoire de mode. Là où il faut faire attention, c'est à ne pas transformer la gourde en un objet qu'on collectionne, en un objet qu'on accumule chez soi, qui est au fond d'un placard. Il faut qu'elle soit utilisée un certain nombre de fois pour que l'investissement environnemental qu'elle représente ait un intérêt. Qu'elle soit en plastique, en verre ou en inox, la gourde permettrait d'économiser 2 milliards de gobelets jetables, soit 16 000 tonnes de déchets plastiques chaque année. On garde sa gourde et on prend en plus le sac à dos et les chaussures de rando pour poursuivre notre traversée du Pays Basque à pied. On s'enfonce ce soir dans les montagnes avec des paysages vertigineux. Vous allez voir une passerelle suspendue à pratiquement 150 mètres de haut. Mais on commence par croiser le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle dans les pas d'Annie Bazar et Bichen Takala. Il est 6 heures. Le jour se lève à peine sur Saint-Jean-Pied-de-Port. Bonjour Eric. Bien dormi, reposé? Eric Viotte accueille dans son gîte les randonneurs du GR10 et les pèlerins du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Mais depuis quelque temps... C'est calme aujourd'hui, c'est l'effet Covid. Hein. Avant de le quitter, nous demandons conseil à notre hôte. On part de Saint-Jean-Pied-de-Port et on va à Olsarté. Une énorme étape. C'est magnifique, c'est très beau. Dans les rues presque désertes de ce village, jalonné de coquilles Saint-Jacques, nous retrouvons Jean-Louis Aspirou, le responsable du bureau des pèlerins. C'est une petite ville de 1500 habitants, alors l'apport des pèlerins est absolument flagrant, quoi. Il y a des caminos dépendants, qu'on appelle, des gens qui deviennent accros au chemin. Un chemin qui marque tous ceux qui l'ont un jour emprunté. Le chemin de vie. Fred et Manu Peregrino ont ouvert ce gîte il y a 1 an. L'heure de tortue rappelle à chaque randonneur une certaine devise. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Il est donc temps pour nous de partir. À chaque cime que l'on traverse, le GR10 nous réserve des surprises. Et presque toujours de belles rencontres. C'est pas tous les jours facile. Nous arrivons au sommet d'Okabé, c'est un lieu de transhumance. Mais pas que, c'est aussi un terrain jonché de monuments funéraires vieux de 3000 ans. Les cromlech Mairu Baratzeak en basque, ça signifie jardin des esprits. Et il y en a 107, rien qu'ici dans la région. La brume, ça donne une ambiance un peu mystique, quelque chose de particulier en tout cas. J'aime bien venir là, passer quelques minutes là et puis pas me recueillir, disons, mais presque. La mystérieuse montagne d'Irati est incontournable. Presque autant que cette auberge, constamment prise d'assaut par les promeneurs. Et on a la chance d'être invité en cuisine par la patronne. Bonjour Isabelle. Oui, bonjour Annie. Alors les randonneurs, ils mangent quoi? Ah, les omelettes au cèpe. C'est les cèpes d'ici. D'ailleurs, on m'en a amené 5-6 kilos il n'y a pas longtemps. Là, c'est tout frais. Un petit peu d'ail, persil. Faut pas attendre si vous voulez mes baveuses. Hop, je vous laisse déguster. Allez, goûtez là et dites-moi ce que vous en pensez. Et après avoir dégusté cette savoureuse omelette, on comprend mieux pourquoi le Chalet Pedro est une institution. L'après-midi s'annonce sportive. Il nous faut prendre de la hauteur, faire de grandes enjambées pour atteindre enfin cette vertigineuse passerelle suspendue à 150 mètres au-dessus du vide et faire une étonnante rencontre. Bonjour. Bonjour. Mettez des espadrilles. C'est ça, les espadrilles spécialité locale. Donc voilà, c'est l'alliance de la culture et du sport. Ça me permet de faire parler de ce petit coin très beau, sauvage, qu'il faut découvrir. Vous venez avec moi? Nicolas Duplat, champion de running en espadrille made in Pays Basque, s'entraîne souvent sur cette passerelle. C'est même son terrain de jeu préféré. Je peux vous dire que ça bouge pas mal. On se croirait presque sur un bateau. Oui, c'est ça, sur le pont d'un bateau. Et pour être honnête, le vertige nous rattrape. Nous laissons donc Nicolas s'entraîner sur la passerelle. Notre aventure GR10, elle, se poursuivra en terre ferme. Et on quitte la montagne pour descendre au bord de l'eau, à la découverte du Saint-Tropez italien. Bienvenue à Portofino, village mythique où des stars comme Frank Sinatra ou Liz Taylor avaient leurs habitudes il y a quelques années, dans des villas exceptionnelles. Mais vous allez voir que les trésors se cachent aussi sous l'eau, en hommage aux marins et aux plongeurs. Nathalie Pellin et Julien Bervillier nous emmènent dans les profondeurs de la ville aux 1000 couleurs. Un petit village de pêcheurs aux façades multicolores. C'est magique, c'est aussi assez cosy, je trouve. Des yachts venus du monde entier.
C'est un peu comme Saint-Tropez en France. Visiter Portofino, c'est plonger dans l'histoire et se laisser surprendre. Le port est si étroit qu'aligner les yachts le long du quai est un casse-tête quotidien. Je vais à la proue du bateau pour voir ce qu'il fait. Pas le droit à l'erreur pour Giancarlo et ses équipiers qui guident les manœuvres. C'est vraiment compliqué, regardez, parce que l'autre bateau est vraiment très près. Allez, les plus grands que l'on puisse accueillir ici, ce sont des yachts de 60 mètres. Ils payent 3 000 €. La nuit? La nuit. À ce prix, des plongeurs vérifient chaque ancrage. Et oui, ce sont des personnes tellement célèbres qu'elles veulent se sentir bien en sécurité à l'endroit où elles passent la nuit. Des rois, des présidents, mais aussi des personnalités de la mode ou du spectacle. Les photos des visiteurs s'affichent aux terrasses des cafés. Nous avons Armani, Valentino, Andrea Bocelli, Elton John et son mari, Spielberg. Et à l'intérieur, nous avons aussi Sophie Marceau. Dalida l'a même chanté. Le ballet des célébrités à Portofino commence dans les années 20. Elles font de ce petit port de pêche le rendez-vous incontournable de la jet-set. Winston Churchill ou Liz Taylor s'y presse. Il y avait une raison pour que ces gens-là sont venus ici. Un peu l'élégance, l'esthétique. Aujourd'hui, le temps semble figé dans ces années-là. Ils ont gardé le charme. Regardez tous les balcons fleuris, toutes les couleurs. Et tout ça dans la nostalgie d'une époque heureuse. Un patrimoine préservé grâce à des habitants parfois féroces comme Giorgio, surnommé le Tigre. Il a passé 30 ans à la mairie. Sans hésiter à sortir les griffes quand il s'agissait de construire. Les maisons neuves à Portofino, c'est interdit. On donne des permis, oui, mais jamais pour construire, seulement pour restaurer. Ces murs pastels, aux peintures en trompe-l'œil, sont le fruit de l'imagination de leurs ancêtres. Il y avait une rivalité entre les habitants. Il y en a un qui voulait faire la plus belle maison, un autre ajoutait une couleur encore plus belle. Et sans architecte, tout fait par nous. Les pêcheurs, pas des artistes. Sur les hauteurs, les somptueuses villas n'échappent pas à cette compétition de couleurs. Un riche industriel milanais et sa fille nous ouvrent leurs portes. Derrière, un patio, une trentaine de pièces et un jardin à l'italienne surplombant la mer. Je l'ai vu le dimanche de Pâques 1990 et le mercredi suivant, je l'ai acheté. Je suis tombé amoureux. Un coup de foudre, comme vous dites les Français. Pendant 30 ans, il a consacré tous ses revenus à la restauration du lieu. Ancienne abbaye reconvertie en villa, elle a même un temps servi de cachot. Nous sommes dans la chambre de François Ier, le roi de France. Il a été emprisonné ici en 1525, quand il a perdu la bataille de Pavie contre Charles Quint. Ce n'était pas exactement comme ça, mais la vue était celle-ci quand même. Aujourd'hui, la villa accueille des mariés du monde entier. Près de 30 mariages y sont fêtés chaque année. Dans une crique voisine, l'abbaye San Fruttuoso, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ici, ce sont des plongeurs qui viennent par centaines pour découvrir le Christ des abysses. Une statue immergée dans les années 50, à 17 mètres de fond, en mémoire à un plongeur disparu. On dit que c'est un protecteur de tous ceux qui travaillent dans la Méditerranée, les pêcheurs et aussi nous, les plongeurs, les visiteurs sous l'eau. C'est un symbole. Son regard, c'est comme s'il vous communiquait quelque chose. C'est une sensation très plaisante. C'est vrai que c'est impressionnant. Ça donne une atmosphère qui va très bien avec l'environnement, avec le pays, avec l'Italie. L'autre gardien de Portofino s'élève à 40 mètres au-dessus de la mer. Les habitants l'avouent, le phare offre la plus belle vue sur la baie. C'est magique. C'est une sensation qu'on ne peut décrire. Il faut la vivre. Sentir la mer, voir les lumières d'ici, c'est incroyable. S'il est inaccessible aux visiteurs, les plus sportifs pourront s'aventurer sur les chemins du promontoire.
et apercevoir peut-être au loin les dauphins qui ont donné leur nom à Portofino. Et voilà donc pour ce sujet signé Nathalie Pellin, qui a longtemps hésité mais qui a quand même fini par rentrer, qui est même avec nous pour le 20h vous répond. Bonsoir, Nathalie. Les questions de nos téléspectateurs. Donc on commence par cette question. Je suis salarié CESU et mon employeur a été testé positif au Covid. Je ne peux donc plus aller travailler chez lui pendant sa quarantaine. Comment suis-je payé ? Eh bien, vous pourrez bénéficier de l'indemnisation exceptionnelle pour la période non travaillée jusqu'en juillet. Vous recevrez ainsi 80% de votre salaire. C'est à votre employeur d'en faire la demande quand il vous déclare et il n'aura aucun justificatif à fournir concernant son état de santé. Pour le mois d'août, eh bien, cette mesure pourrait être reconduite. Elle est encore en attente de validation par le ministère. Deuxième question, Nathalie. Je veux rendre visite à ma grand-mère dans le sud en août. Doit-on faire un test de Covid-19 avant de la rencontrer ? Eh bien oui, dans tous les cas, il vous est conseillé de faire un test juste avant d'y aller. Et encore plus si vous avez des doutes sur des symptômes, même légers, et si vous n'avez pas toujours respecté les distanciations sociales. C'est le test PCR qu'il faut réaliser puisque c'est celui qui vous permet de savoir si vous êtes porteur du virus au moment où vous le faites. Si vous êtes positif, eh bien évidemment, il faudra reporter la visite. Et si vous êtes négatif, il faudra bien, de toute façon, respecter évidemment les gestes barrières. Merci Nathalie. Je vous rappelle l'adresse mail pour vos questions. Le 20h vous répond @tf1.fr. Justement, à propos du coronavirus, vous vous souvenez de ces Français que nous vous avions présentés pendant le confinement. Ils avaient vu leur existence bouleversée par la maladie. Nous avons voulu connaître leur vie d'après. Et ce soir, on retrouve un médecin qui avait lui-même été infecté, un généraliste dans le Jura. Ses patients lui avaient bien manqué. Il l'a dit à Sylvie Pinatel, Jean-François Drouillet et Delphine Ricois. On n'est pas bien là ? Décontracté décontracté. La joie de vivre, Damien Paulet. Ça c'est beau ça. C'est exactement ce que cela veut dire. Quand je suis sorti de l'hôpital, la première chose que j'ai fait, c'est de venir ici. Ça avait une saveur particulière d'abord parce que je me suis posé la question de si je le reverrais un jour ce coin. C'est beau, hein ? C'est beau et c'est bon. Il vit ici, à Salins-les-Bains, dans le Jura, depuis 35 ans. Un médecin de famille. C'est moi. Aujourd'hui, il rend visite à un patient centenaire qui a mal au genou. Mais vous avez mal quand vous marchez ou vous avez mal au moment du dérouillage quand vous vous levez ? Par moment. Bon, je vais enlever mon masque, hein, vous savez que vous risquez rien. Ce médecin a été gravement malade du Covid. Ses anticorps offrent désormais à ses patients la meilleure des protections. Bon, les 100 premières années, il n'a pas eu trop mal au genou, mais j'ai l'impression que pour les 100 prochaines, ça va être un peu plus compliqué. À Salins-les-Bains, Damien Paulet est bien plus qu'un médecin, parfois un ami. Et chacun en a pris conscience quand il est parti en urgence à l'hôpital. C'est vrai qu'il nous a fait peur. Il a failli passer, Dieu merci. Donc on est content de le retrouver. Et cet attachement, il l'a découvert quand il a retrouvé son cabinet et son courrier. Voilà, c'est des petites lettres de soutien. Je pense très fort à vous et vous fais parvenir toutes mes ondes positives. Et alors ça, c'est magique, quoi. Qu'est-ce que ça change en tant que médecin ? Ben, il y a des moments où on perd le sens, on se dit à quoi on sert. Des fois, il y a des séries noires, il y a des choses comme ça, où il y a des gens qui n'ont plus de respect. Et là, ça redonne un sens parce qu'on sent quand même qu'on existe un peu dans la vie des gens, on les accompagne, on est une personne importante pour eux quand même, puisqu'ils ne veulent pas qu'on meure et qu'ils tiennent à nous. Gardez le moral comme vous savez si bien le faire. Nous serons avec vous et votre épouse chaque jour par la pensée. Bon courage à votre fille cordialement. Son épouse, Claire, est infirmière. C'est elle qui nous avait envoyé des images de son mari lorsque nous l'avions interviewé le 24 mars dernier. Pour l'instant, je respire bien. J'ai l'impression d'avoir une bonne santé. J'ai pas de maladie particulière, je ne suis pas hypertendu, je n'ai pas de diabète, je fais de l'exercice physique régulièrement. Mais voilà, je me dis, le risque, c'est de me retrouver demain en commençant un SRAS, et là, faut partir aux urgences, et puis voilà, quoi. C'est ce qui est arrivé. 4 jours après, il est parti sans le sac d'affaires personnelles, protocole oblige, que lui avait préparé son épouse. Et ça, pour moi, c'était très difficile. Parce que quelque part, un sac, c'est un peu, des affaires, c'est un peu le lien entre Damien et la maison, entre Damien et nous, la famille. Et là, il est vraiment parti sans rien.
Et du coup, je me suis dit, symboliquement, c'était déjà rentrer dans un détachement. Moi, les émotions, c'était la tristesse. La tristesse, enfin, c'était obsédant, c'était de me dire, mais je ne vais pas revoir ma femme et mes enfants. Et ça, c'est la première fois que je me posais sincèrement et vraiment cette question, avec effectivement la possibilité d'une réponse négative. Le temps a failli leur manquer. Damien, plus que jamais, en connaît toute la saveur. Je suis le maître du monde! Allez, revenons maintenant sur la principale information de ce journal. 2 explosions successives ont secoué la ville de Beyrouth au Liban. Il y a des morts et des blessés. Regardez ces images qui nous parviennent en direct. Des incendies sont encore en cours dans le quartier du port qui a été touché donc par ces explosions et l'air de la ville est difficile à respirer. On retrouve Marine Brossard qui est en direct sur place. Dites-nous Marine, où en est la situation autour de vous ? Effectivement, c'est assez difficilement respirable. Il y a pas mal de gens autour de nous, je ne sais pas si vous les entendez, qui sont en train de tousser. On sent une forte odeur et il y a une forte fumée qui plane dans l'air. Là, on vient de traverser la ville. Sur des kilomètres, on a vu partout des débris qui jonchent le sol. La déflagration a été entendue à des kilomètres, a été vécue, soufflée par tous. Les immeubles ont été soufflés à des kilomètres du port. Même sur les hauteurs de Beyrouth, il y a des gens qui nous ont expliqué qu'ils pensaient d'abord que c'était un tremblement de terre. Et ici en ville, les gens nous expliquent qu'ils n'ont pas le souvenir d'avoir vécu une explosion aussi forte, en tout cas en ville, depuis 2005 et l'attentat d'Ariri. Merci beaucoup Marine Brossard. Une explosion dont on ne connaît toujours pas l'origine précisément. D'autres infos évidemment demain à la suite sur TF1. C'est la météo avec Tatiana Silva et puis à 13h justement Jacques Legros pour le journal. Je vous retrouverai pour ma part à 19h45 puis à 20h. Bonne soirée et à demain. Retrouvez toute l'info sur LCI, canal 26.